Une femme de 62 ans est décédée du choléra. Il s'agit de la deuxième victime du choléra. Selon nos informations, cette dame s'est rendue au CHM vendredi. On l'a laissée retourner à domicile. Savez-vous pour quelle raison ? Écoutez, alors moi je ne suis pas médecin. Il faut savoir que cette personne effectivement est passée le 24 aux urgences, puis elle est rentrée chez elle. Je pense que si elle est rentrée chez elle, c'est que le médecin estimait qu'elle n'entrait pas dans les critères d'intégration dans le protocole choléra. Mais à ce jour, on est en train de faire ce qu'on appelle, quand il y a des décès comme ça, on fait ce qu'on appelle une revue mortalité-morbidité, RMM, qui va être mise en place là, et donc on n'a pas encore le résultat, mais ce sont ces revues morbidité, ce sont des professionnels de l'hôpital, des médecins, des responsables de la qualité et de la gestion des risques qui prennent le dossier, qui l'analysent pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'elle pouvait contaminer ? Elle était encore contagieuse parce qu'on a vu, on sait que des équipes de l'ARS se sont rendues justement dans le quartier pour désinfecter. Donc, est-ce que cela signifie qu'elle pouvait encore être contagieuse ? Alors là, il faudrait s'adresser plutôt à des médecins. Moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Alors, le décès de cette dame, Jean-Mathieu Defour, intervient au moment où le quotidien Libération publie un article dont le titre est le suivant. Des décès auraient pu être évités. À l'hôpital de Mayotte, des médecins dénoncent le chaos absolu. La situation est si critique au CHM, monsieur le directeur ? Alors, moi, en général, je ne commente pas les commentaires qui sont faits de manière anonyme. Ce qui serait dommage, c'est que ce médecin qui a alerté le quotidien Libération ne soit pas venu. Oui, enfin plusieurs médecins. Moi, pour l'instant, j'ai un médecin ne soit pas venu contacter ni la direction de l'hôpital, ni le nouveau président de la commission médicale d'établissement qui vient d'être élu il y a quelques jours. Je me méfie toujours de ce genre de papier parce que bon, un médecin, des médecins. Moi, pour l'instant, j'ai l'information que ce serait un médecin qui serait d'ailleurs en partance, qui quitterait l'hôpital, qui serait là en remplacement. Voilà. Bon. Mais pour quelle raison est-ce que ce médecin aurait fait ce genre de témoignage, monsieur le directeur ? Moi, je pense qu'on est toujours dans les suites de ce qui s'est passé il y a 2 ans au niveau de la crise des urgences, où un certain nombre de médecins sont partis parce qu'on avait détecté des dérives sur l'organisation du temps de travail. D'ailleurs, c'est noté dans l'article, je crois. Des dérives sur l'organisation du temps de travail et qu'on est toujours dans cette espèce de C'est une vengeance ? Vengeance, entre guillemets, je pense qu'on est là-dedans. Oui. C'est une vengeance. Parce qu'au niveau de l'hôpital, nous avons appliqué, il y a eu, sur ce service des urgences qui défraye la chronique régulièrement, il faut savoir que nous avons, effectivement, il y a 2 ans, détecté des dérives sur l'organisation du temps de travail qui ont été régulées, qui ont été remises à plat. Nous avons fait faire un audit de la Société française de médecine d'urgence qui sont venus plusieurs fois, qui sont en suivi avec nous, et qui nous indique comment essayer d'organiser au mieux le service. Il y a des renforts qui viennent. En ce qui concerne le fonctionnement de l'hôpital, les patients sont pris en charge, les chirurgiens font de la chirurgie, les patients sont transférés quand c'est nécessaire en chirurgie ou en médecine. Si ce n'est pas nécessaire, ils rentrent chez eux. Le service est organisé. Vous savez, moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans les hôpitaux. Mettre à plat un service ou un hôpital, je peux vous faire ça en 5 minutes. Je passe 2 coups de téléphone, je vous mets l'hôpital à plat. Mais par contre, après, pour remonter un service, pour remonter un hôpital, c'est très compliqué, c'est très long. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis plusieurs mois. Je vais reprendre un autre passage de cet article. Je cite, « Des patients qu'on aurait dû orienter vers la chirurgie peuvent voir leur état se dégrader faute de prise en charge rapide et se retrouver en soins critiques. » Jusqu'ici, monsieur le directeur, c'était des Mahorais, des patients qui passaient par le CHM qui témoignaient de la mauvaise prise en charge à Mayotte, à l'hôpital de Mayotte. Aujourd'hui, ce sont des médecins qui le disent. Est-ce qu'on peut toujours parler de vengeance ou est-ce que c'est la réalité ? Non, je ne parle pas de vengeance. Je dis on est dans les suites de ce qui s'est passé il y a 2 ans au niveau de ce service des urgences. Parce que si vous interrogez les médecins, les chefs de service et les chefs de pôle, ils sont appelés par les urgentistes quand c'est nécessaire, ils prennent en charge les patients. Voilà, on a un service de réanimation qui est un des plus beaux services de réanimation de l'océan Indien. J'ai même autorisé qu'ils recrutent plus de médecins justement pour renforcer leur service, pour mieux prendre encore en charge les patients. Est-ce que plus grand signifie efficace ? Comment ? Plus grand signifie efficace ? Non, mais quand vous avez des bras à des médecins, parce que vous savez qu'actuellement, la situation dans les hôpitaux, globalement, est extrêmement compliquée. Il y a des services d'urgence qui ferment, j'arrête pas de le dire, mais je le redis encore ici sur votre antenne. L'hôpital de Mayotte, on ne peut pas fermer le service des urgences. Donc, on est le seul hôpital de l'établissement. On peut pas dire on peut pas dire aux patients, vous allez à l'autre hôpital à 50 km pour vous faire prendre en charge. Il faut savoir ce qui se passe actuellement en métropole. Voilà. Effectivement, là, on a la capacité de recruter des médecins quand
par exemple sur le service de réanimation, les médecins urgentistes, c'est extrêmement compliqué. On n'en trouve plus. En plus, il y a cette image délétère du service des urgences actuellement qui est extrêmement compliquée à gérer dans les recrutements. On va y revenir dans les recrutements, mais lorsqu'on va à l'hôpital, Monsieur Defour, c'est pour recevoir des soins, pour guérir. Mais lorsque des médecins nous disent qu'on a plus de chances de mourir en se rendant dans le seul hôpital de Lille, aujourd'hui, vous êtes en mesure de rassurer les Mahorais, tous ceux qui veulent se rendre au CHM? Encore une fois, je ne commande pas ce genre de commentaire d'un médecin qui parle de manière anonyme. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous venez à l'hôpital de Mayotte, et d'ailleurs, j'ai moi-même utilisé ce service plusieurs fois, vous êtes pris en charge, effectivement, que ce soit au niveau des urgences, que ce soit en consultation, que ce soit dans les centres médicaux de référence, vous êtes pris en charge. Il y a un service de réanimation, il y a un service d'urgence, il y a un service de chirurgie. Les patients sont pris en charge en chirurgie. Le bloc fonctionne tous les jours. Vous n'êtes pas un peu dans le déni, monsieur le directeur, parce que lorsqu'on dit que Mayotte, c'est un désert médical, vous-même, vous avez du mal à recruter. Et ensuite, vous nous dites qu'aujourd'hui, les prises en charge se font rapidement, normalement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans le déni? Non, je ne dis pas que les prises en charge se font rapidement. Je dis que c'est extrêmement compliqué, et ça, je le dis depuis plusieurs mois, extrêmement compliqué de fonctionner l'hôpital de Mayotte compte tenu de la désertification médicale qui est globale. Et encore plus ici à Mayotte, l'attractivité est extrêmement complexe. Je dis pas que je sais pas comment expliquer ça. Je dis pas que je suis dans le nid, je dis que on prend en charge les patients, même s'il y a parfois du retard dans les prises en charge, même si certains patients viennent très tard à l'hôpital, c'est ce que je veux dire aussi. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a des patients qui sont la plupart de nos patients sont en situation irrégulière. Ils n'osent pas venir à l'hôpital parce qu'ils ont peur de se faire arrêter par la police sur le chemin. Donc, ils viennent toujours dans des situations quand leur état de santé s'est extrêmement dégradé. Donc, c'est vrai que ça renforce encore les difficultés de prise en charge de ces patients à l'hôpital. Ça, c'est un aspect, justement. Ça, vous parlez des patients. Oui, non, mais juste pour vous dire les difficultés des urgentistes. Mais vous avez parlé des patients qui sont en situation irrégulière. Mais monsieur le directeur, il y a aussi des Mahorais qui ont leur carte vitale, qui sont assurés, qui ont leur sécurité sociale mais là, aussi, mais qui ont du mal. Je ne sais pas de quel patient il parle. Mais la question venait de moi, c'est-à-dire que jusqu'ici, c'est les Mahorais qui disaient que aller à l'hôpital, c'était très compliqué, que beaucoup préfèrent même prendre l'avion pour aller se soigner ailleurs, à La Réunion, dans l'Hexagone ou même à Madagascar. Donc aujourd'hui, lorsque vous dites que l'un des problèmes, c'est que des patients ont peur de venir se faire soigner, mais il y a aussi ceux qui veulent se faire soigner, qui viennent se faire soigner et qui se retrouvent parfois obligés d'aller se soigner ailleurs. Qu'est-ce que vous leur dites à ces patients-là? C'est ce que je vous dis. Si vous voulez, la difficulté de notre service des urgences fait que, c'est ce que je vous disais, on a des patients qui viennent trop tard, donc qui arrivent dans un état très grave et qui, du fait, mettent en difficulté le service des urgences et le service de l'hôpital. Les patients maoris qui sont assurés sociaux, ils viennent à l'hôpital, comme moi j'y suis allé, et ils sont pris en charge. C'est vrai qu'on ne dispose pas de toutes les spécialités. On a aussi des services qui sont sinistrés en termes de ressources humaines. La cancérologie, on a un médecin qui est arrivé, c'est très compliqué. On a des services qui sont sinistrés au niveau ressources humaines médicales et qui font qu'on est obligé de transférer des patients sur La Réunion ou sur Paris. On a besoin de combien de médecins? Aujourd'hui, on tourne avec combien de médecins aux urgences, par exemple? Alors, on a à peu près 300 postes de médecins à Mayotte. On tourne actuellement à peu près avec 200 médecins, en sachant que sur ces 200 médecins, il y a une partie de médecins fixes et une partie de médecins remplaçants. C'est-à-dire des gens qui viennent 3 semaines, 1 mois, 2 mois et qui tournent. C'est un turnover important. C'est un turnover important et qui met en difficulté aussi les équipes parce qu'effectivement, à chaque fois, le médecin arrive, il est obligé de s'adapter et puis une fois qu'il s'est adapté, il repart. Se pose aussi le problème du SAMU par manque de médecins régulateurs. Des appels de Mayotte arrivent à La Réunion au bout du fil. Des médecins qui ne connaissent pas forcément la géographie de Mayotte et qui confondent facilement Cavani, Kaweni, Kahani. Et sans oublier aussi la barrière de la langue. Comment éviter des drames dans ce genre de conditions? Alors, il faut savoir que le transfert des appels aux médecins SAMU sont transférés sur La Réunion de temps en temps, mais que l'équipe d'agents, ce qu'on appelle les ARM, les agents de régulation médicale, reste sur Mayotte. Toute l'équipe est ici, ainsi que la sage-femme régulatrice. Donc, en fait, le médecin reçoit un appel, mais ces appels ont déjà été défrichés, on va dire, par les agents de régulation médicale, qui transfèrent l'appel ensuite au médecin. C'est lui qui prend la décision. Je pose la question. Mais l'équipe est sur place, l'équipe est sur place. Je vous pose la question parce que la première victime du choléra, beaucoup d'informations ont circulé sur les circonstances du décès de la fillette. On retiendra cet appel au SAMU. Quelle est votre version à vous, en fait? Alors bon, il faut savoir que là, l'appel au SAMU s'est fait avec un téléphone portable que la maman avait récupéré, avait réussi à obtenir. Ensuite, ce téléphone ne répondait plus. Donc, lorsque le SAMU a tenté de nouveau joindre la maman, impossible à joindre jusqu'à 4h du matin, au moment où elle a récupéré un autre téléphone.
Mais quelles sont les consignes qu'on a données à la famille de la fillette pendant cet appel-là? Quelles ont été les consignes? Là, je peux pas vous dire. Là, on est là, il y a on est dans le, comment dire, dans le secret médical, et en plus, là, en ce moment, on a mis en place une enquête interne, hein, donc, sur cette situation, comme pour le cas de la dame tout à l'heure. Dès qu'il y a un décès comme ça, il y a ce qu'on appelle ce que je vous disais, une revue mortalité-morbidité, qui fait que ce dossier est pris en charge par les médecins de l'hôpital ainsi que la direction qualité gestion des risques, et qui est analysé. Et ensuite, le résultat est transmis à l'agence régionale de santé. Quand vous dites lorsqu'il y a un décès comme ça veut dire quoi exactement? C'est pas normal que des gens décèdent. Enfin, dès qu'il y a un décès qui paraît, Suspect? Oui, enfin suspect, ou qui pourrait paraître... qu'on aurait pu éviter peut-être? Pas éviter, mais qui paraît résulter d'une prise en charge compliquée, un téléphone qui appelle et qui ensuite ne répond plus pendant plusieurs heures. On veut savoir ce qui se passe, et donc on transfère ce dossier à cette revue. Donc est-ce que cet appel a été transféré à La Réunion? Ça, je ne sais pas du tout s'il a été transféré à La Réunion. Non, pas du tout. Le manque de personnes, de personnel au CHM, est-ce que finalement ce n'est pas aussi un problème de management? On peut... Alors... Comment dire, le manque de personnel au CHM, il y a plusieurs causes. Il y a des causes internes à l'hôpital, qui sont en fait le fait qu'on a un hôpital qui est surchargé par rapport à son architecture, qui est dépassé architecturalement. C'est pour ça qu'il y a des projets de restructuration, avec des patients qui arrivent de plus en plus avec du retard de prise en charge parce qu'ils ne viennent pas à l'hôpital dès qu'il faudrait qu'ils viennent à l'hôpital. Ça, c'est des causes, on va dire, internes. Il peut y avoir effectivement des problèmes de management. Ça, après, il y a des organisations syndicales qui sont là pour le dire éventuellement ou pas. Et puis après, il y a toutes les causes externes à l'hôpital qui sont, comme vous le savez, hein, l'insécurité, les différentes crises qu'a traversé le CHM, crise de l'eau, maintenant le choléra. Mais justement, à chaque fois, il y a beaucoup, on sait que Mayotte c'est une île aux multiples crises. Oui. Mais est-ce que finalement, ces crises-là ne sont pas des prétextes justement pour éviter? On apprend que, par exemple, dans les prochains jours, une vague de médecins va quitter l'île suite au non-versement d'une prime qui était octroyée jusqu'ici. D'ailleurs, est-ce que vous confirmez cette information? Non, je n'ai pas cette information du tout. Est-ce que vous confirmez qu'il y avait une prime qui existait et qui n'est plus... une prime... qui disparaît? Alors, il faut savoir que un hôpital est un établissement public et qu'à ce titre, il répond au fonctionnement normal d'un établissement public, c'est-à-dire que les salaires qui sont versés, les primes qui sont versées doivent être réglementaires. S'il y a des primes qui sont non réglementaires, elles ne peuvent pas être versées, c'est très clair là-dessus. Mais bon, ce qui a déclenché la situation d'urgence il y a 2 ans, c'était un problème de temps de travail qui n'était pas respecté. Donc, qu'on soit à Mayotte, je veux dire, même si on est à Mayotte, on doit bien respecter la réglementation. Donc, quand vous dites qu'un temps de travail n'était pas respecté, ça veut dire que les médecins ne faisaient pas les heures qu'ils devaient faire. C'est ça. Et d'ailleurs, pour attirer des médecins, des spécialistes, la politique d'attractivité menée jusqu'ici... Je voulais juste sur les primes, je veux dire, il y a quand même... il y a l'hôpital qui verse les primes qui doivent être réglementaires. Si elles ne sont pas réglementaires, il faut les arrêter. Donc c'est vrai qu'on a découvert qu'il y avait certaines primes qui étaient versées qui ne sont pas réglementaires, donc on est obligé de les arrêter. Mais après, il y a le contrôle aussi du trésorier payeur qui paye, qui contrôle aussi, qui verse et qui paye si effectivement c'est réglementaire. Donc on travaille avec lui actuellement pour essayer de trouver pour essayer que le CHM respecte au mieux la réglementation. Et c'est ce qui a suscité la colère chez les médecins, notamment aux urgences? Je vois pas parce que je vois pas les urgences concernées par cette prime. Je vois pas de quelle prime vous parlez. Quand je parle des urgences, vous venez de le dire, hein, qu'il y a eu des primes qui n'étaient pas réglementaires, que vous avez quand même décidé d'y mettre fin. Oui. On a vu justement pas mal de médecins aux urgences partir l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, c'était suite à ça justement. Oui. Oui. Mais comment faire? Et justement, comment faire? Pour recruter des médecins, pour attirer des spécialistes à Mayotte, la politique d'attractivité menée jusqu'ici, c'était de gonfler les salaires. C'est devenu un véritable business, monsieur le directeur. Oui, alors on ne peut pas me reprocher de revenir sur de vouloir appliquer la réglementation et que l'hôpital de Mayotte fonctionne comme un hôpital comme les autres. Si vous voulez, quand vous êtes directeur d'un hôpital, vous êtes coincé entre la permanence des soins, assurer la permanence des soins, et la réglementation, qui des fois sont antagonistes. Là, ce qu'on essaie de faire au CHM avec le président de la CME, c'est d'essayer de maintenir
un recrutement de médecins, fixer les médecins ici, tout en étant dans la réglementation, parce qu'on ne peut pas continuer d'avoir un fonctionnement, comme vous dites, un business qui s'est installé avec des primes qui ne sont pas totalement anormales. Dernière question, monsieur le directeur du CHM. Vous revenez du salon Santexpo qui s'est tenu à Paris. Ouais. Avez-vous pu recruter sur place? Alors, il y a eu beaucoup de CV de déposés, je sais, de personnel soignant, notamment infirmiers. Une centaine, si j'ai bien compris. Après, il faut continuer le travail avec eux, c'est-à-dire, c'est pas le tout que les gens déposent leur CV, il faut aussi les faire venir. Et d'ailleurs, est-ce que le fait qu'on ait du mal à recruter au CHM, est-ce que ça remet en cause, en question, la construction du second hôpital? Non, parce que si on s'arrête là, tous les hôpitaux arrêtent de construire des nouveaux services et des hôpitaux, sinon on s'en sortira jamais. Si on met la tête, je veux dire, il faut quand même garder l'espoir. Le travail qui est fait au CHM actuellement, c'est d'essayer de fournir des soins de qualité. C'est compliqué, j'en conviens, parce qu'on manque de ressources humaines. Je le dis, hein, on manque de sages-femmes, on manque de ressources humaines. Un aparté quand même sur les primes. Tous les médecins du CHM travaillent. Ils travaillent tous. Ils travaillent beaucoup plus que ce que leurs collègues de métropole. C'est ça aussi qui est compliqué et qui est mal compris. Merci. C'est-à-dire que moi, j'ai des médecins qui font beaucoup plus que ce qu'ils devraient faire dans leur travail. Voilà, donc il ne faut pas jeter tout le bébé avec l'eau du bain sur ces histoires de primes qui font beaucoup fantasmer tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Jean-Mathieu Defour d'avoir été l'invité du Zakweli.